Bonjour René, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour notre série de vidéos acteurs inspirants de Fadio. Enchantée. Bonjour Ariane, donc ça me fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Ça nous fait un grand, grand, grand plaisir aussi. En fait, on est déjà chanceux de t'avoir parmi nous, parmi la Fadio en tant que membre du comité de mise en œuvre et du comité qualité FAD. Mais on te rencontre aussi aujourd'hui parce que tu es conseiller pédagogique en technologie au Cégep de Matane, qui est une de nos institutions. Puis, déjà depuis 10 ans. Donc, en 10 ans, tu as eu le temps d'en faire des belles choses dans tous les domaines, mais entre autres en formation à distance. Puis, c'est quand même intéressant de mentionner que c'est pas depuis seulement 10 ans que tu t'intéresses à la formation à distance, René, mais bien depuis, je pense, les années 90, hein, ou déjà en tant que conseiller pédagogique en technologie à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et prof au primaire, tu étais déjà un espèce de passionné des technologies, là. Oui, ça m'a vraiment, quand j'ai commencé l'enseignement en 97 comme enseignant en cinquième année, effectivement, la technologie, ou dans l'école où j'étais, il y avait déjà un profil informatique où les étudiants, les jeunes, en fait, les élèves de cinquième, sixième pouvaient choisir un profil sport, art ou informatique. Je m'occupais du volet informatique. C'est vraiment là où en 97, en fait, il y avait eu des sous dans les écoles pour que les écoles primaires obtiennent des laboratoires informatiques. C'était un petit peu les débuts. Puis je me suis beaucoup intéressé. J'étais passionné en fait par ça, puis de voir la motivation des jeunes à découvrir. C'est l'arrivée d'Internet dans les écoles. On parle des modems à l'époque. Donc, c'était beaucoup plus lent avoir une réponse d'une page Internet, mais je me suis beaucoup intéressé à ça. Puis j'ai essayé de faire des projets aussi avec les jeunes hein, que j'ai découvert cette passion-là. Donc, faire des projets, la météo à l'école avec Radio-Canada quand j'étais à Laurentide. Donc, ça a été vraiment intéressant de développer leurs compétences TIC là, à l'époque là-dedans. Ça fait que ce qui m'a amené tranquillement à conseiller pédagogique pour la commission scolaire où j'ai commencé là, à faire des projets de formation à distance pour la formation générale des adultes. Puis ce qui m'a amené en 2013, en fait, à revenir un peu dans ma région natale, le Bas-Saint-Laurent, donc à Matane, comme conseiller pédagogique, mais spécifique au lancement de projets de formation à distance. Vraiment un beau parcours. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, au primaire pour au secondaire, faut d'abord justement se passionner un peu pour la technologie puis l'apport que ça peut avoir à l'apprentissage avant peut-être de s'en aller vers la formation à distance. Puis, vu toutes les expériences dont on vient de parler, René, selon toi, c'est quoi le portrait de la formation à distance actuellement au Québec? Donc, le portrait, en fait, juste avant la pandémie, je travaillais sur une recherche, en fait, qui va être publiée là, bientôt. Mais c'était vraiment de voir à l'enseignement supérieur dans les cégeps, c'est quoi le portrait de la formation à distance au niveau régulier. Parce que la formation continue, il y a beaucoup de formations à distance, mais dans la formation régulière, on a très peu. On a recensé, en appelant tous les cégeps, en fait, 150 enseignants qui avaient touché soit à un cours de formation à distance ou plusieurs cours, ce qui était très peu un peu surprenant, en fait. Puis, c'était de voir un peu comment ils avaient fait leur passage d'une formation en présence pour le transfert vers la formation à distance. Ça nous a permis un peu de voir l'analyse de toutes les difficultés qui sont rencontrées, puis comment l'établissement a géré ça, l'accompagnement et tout. Fait que Ouais. c'est un portrait, on peut aller beaucoup plus loin, je pense. C'est encore, même si ça fait 10 ans que j'en fais, il y a très peu d'offres euh, pour les étudiants. Je pense qu'à l'université, il y a des universités qui développent beaucoup. On pense à l'Université de Montréal, on pense qu'il y a eu la TELUC. Ben, il y a la TELUC et en fait, il y a le Cégep à distance aussi. Tu sais, même si tu mentionnes qu'on pense beaucoup à l'étudiant de plus en plus dans la création de notre formation à distance, puis la façon dont on la voit, puis il y a de plus en plus d'enseignants qui s'y intéressent, on ne peut que constater qu'il y a quand même encore des inquiétudes. Mais l'événement de la formation à distance, comme le deck à distance qu'on installe en tourisme, ben là, Oui. tu as vraiment un effet groupe. Tu es dans une classe, tu as des étudiants en classe, tu as des étudiants à distance. Il y a des événements comme des visites à Québec ou à Montréal où les étudiants à distance en présence se rencontrent. Donc, on a pu se rendre compte que là, c'était beaucoup plus stimulant, puis ça répondait à des besoins
Parce que la formation à distance, quand on la met en place, c'est pas la saveur du jour, là. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi un établissement la met en place. Puis, il y a plusieurs raisons, en fait, pourquoi on met de la formation à distance en place. Souvent, des fois, ça peut être parce qu'on a des petites cohortes dans un Mhm. groupe. On veut garder le programme vivant. Donc, c'est un peu ce qu'on a mis en place, nous, pour tourisme. Donc, il y avait peu d'étudiants qui venaient à Matane pour le DEC. Donc, d'aller jumeler avec des étudiants à distance, ça permettait de garder la cohorte en vie. Ça permet aussi d'amener de la formation dans des régions. Donc, c'est pas toujours facile. Les grands centres offrent beaucoup de programmes. En région, des fois, on est plus limité. Donc, 13 programmes versus 36 programmes. On sait que les jeunes, ça les amène à se déplacer dans les grandes villes. Puis après la fin de leur étude, ils restent dans les grandes villes, ils ne reviennent pas en région. Donc, la formation à distance peut venir combler ça aussi. Mais on a utilisé la formation à distance des fois par ressources experts. Donc, un enseignant qui peut venir enseigner, qui ne vient pas nécessairement déménager à Matane pour donner un cours, Ouais. mais qui peut le faire à distance. Donc, on l'a utilisé pour ça aussi. Et la grande révélation, en fait, c'est quand on bâtit quelque chose à distance, il faut se dire, pour l'étudiant, est-ce que ça va être intéressant? Le parcours qu'on construit, est-ce que ça va être intéressant pour lui? Je pense que c'est la nouvelle vision qu'il faut avoir là, dans tout ce qu'on réfléchit. Est-ce que c'est une expérience intéressante pour l'étudiant apprenant en formation à distance? Parce que là, actuellement, c'est la flexibilité qu'on va vouloir amener. Les jeunes sont à l'emploi, veulent se perfectionner. Les gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans un secteur d'emploi, qui veulent se recycler ou s'améliorer. Donc, la formation à distance va jouer beaucoup un rôle là-dedans dans le développement de compétences, là, mais sans nécessairement déménager où l'école se situe. Donc, c'est vraiment délocaliser, donc enseigner à l'extérieur des murs, mais garder l'expertise de la formation. Connaissant un peu ta vision du rôle de conseiller puis ton engagement là, au Cégep, je pense que tu me répondrais à ça que le mot magique, c'est accompagnement. Oui, tout à fait. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment la clé du succès. Autant les étudiants, l'accompagnement des étudiants, l'accompagnement des enseignants. Puis je dirais quand on a une expertise, ça peut être l'accompagnement de l'établissement aussi. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut Mhm. faire, mais surtout les enseignants. À travers les entrevues que j'ai menées, des enseignants qui avaient fait cette transition-là, c'est vraiment ce qui est ressorti majeur d'accompagner les équipes. Des fois, un enseignant peut se sentir seul, il y a pas vraiment les gens autour. Puis comme conseiller pédagogique, notre rôle, c'est peut-être de mettre en place ces mécanismes-là, des communautés d'apprentissage avec les enseignants qui donnent la formation en distance, réunir les équipes, faire le pont avec le volet technique et pédagogique. Donc ça, c'est parce que l'enseignant, à la base, évidemment, il y a une compétence en enseignement, mais il y a tout l'aspect technologique qui Mais vient oui. rentrer dans la réalisation de ces activités d'apprentissage. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde maîtrise ça. Donc, c'est important d'être accompagné pour éviter le découragement, en fait. Donc, les fois, ils vont maîtriser leur formation, ils vont maîtriser leur activité d'apprentissage, mais quand tu mêles du technologique là-dedans, ça peut arriver que ça va les décourager. Donc, c'est important de mettre en place un soutien, puis à les amener à développer cette compétence-là. Oui, j'aime penser qu'à ce moment-là, justement, Fadio a comme un peu sa raison d'être avec l'implication, tu sais, cette espèce de collaboration de toutes les institutions, puis des gens comme toi qui participent, tu sais, aux communautés, aux tables d'échange, qui vraiment partagent leurs connaissances pour se soutenir. C'est sûr que tout le monde en bénéficie grandement. Euh, c'est bien beau d'essayer justement d'aider tout le monde un peu individuellement. J'imagine que de guider un établissement vers la formation à distance, une équipe complète, il faut encore considérer plus de choses. Ben, oui, en fait, souvent, on peut lancer de la formation à distance puis penser que ça implique peu de choses. Mais en fait, Mhm. c'est important que l'établissement, en fait, les leaders pédagogiques soient impliqués dans le projet. Ça va impliquer l'équipe technologique, ça va impliquer le conseiller pédagogique, la direction, il va y avoir des décisions à prendre. C'est important quand on se lance dans un projet de comprendre toutes les parties prenantes au projet. Parce que des fois, on va, même si on a fait des beaux projets, ben, ça se peut que des fois, on a vu un peu les échecs qu'on a pu avoir. Puis le partage, t'en parles, c'est important. Fadio, c'est un peu ça. Quand c'est parti au départ, ça a été de dire, ben, c'est sûr que tout seul, on peut aller plus vite, là, mais quand on se concerte, c'est un peu notre devise. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va On va plus plus loin. loin.
Oui. Fait que le Fadio, c'est vraiment ça parce qu'on peut pas tout contrôler, on peut pas être connaissant de tout au niveau technique, au niveau pédagogique, de mutualiser tout ça, c'est là qu'est notre richesse. Donc, il y a Tout à toujours fait. quelqu'un qui a approfondi un sujet quelque part. Donc, toutes les communautés de pratique qui sont en place à l'intérieur du Fadio, ben, c'est là qu'on a avancé. Des fois, on est tout seul avec notre petit bonheur, mais qu'on peut partager avec d'autres, on apporte toujours des choses, malgré que ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Chaque fois que j'ai une rencontre, on apporte des choses. Fait que moi, ça me permet de mieux soutenir mes enseignants pour les projets qu'on va développer ici, en parlant d'autres conseillers pédagogiques, en voyant une nouvelle technologie, ça peut être une nouvelle caméra qui est mise en place ou tout ça. Il y a toujours un volet un peu recherche et développement quand on fait de la formation à distance. Tout à fait. Fait que quand on est tout seul, ben, il y a juste notre univers qu'on connaît, mais en groupe, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin puis de développer une expertise beaucoup plus intéressante puis de mieux soutenir notre établissement en étant réseauté de cette façon-là. De multiplier les efforts puis la solidité, en fait. Oui. Ben, c'est toujours agréable de savoir que justement, il y a des gens qui se tiennent là-dedans, puis qui réussissent à avancer ensemble, puis à faire des beaux projets, à aller plus loin, comme tu dis. Hum. Est-ce que tu en as des exemples là, tu sais, pour motiver un peu les troupes, justement, des exemples de beaux projets que tu as faits dernièrement, peut-être au Cégep, puis tu aimerais nous parler? Ben, en fait, dans les projets on a essayé plusieurs choses. Projet, c'est sûr que le deck en tourisme a été le défi un peu plus grand parce qu'on mélangeait des étudiants en classe à distance avec des étudiants qui étaient individuels. Donc, j'ai appris énormément à travers ce projet-là. On a eu à travers ça aussi une cohorte seulement à distance qui était super intéressante aussi. Donc, ça amène des beaux défis. Tous les défis, oui, technologiques, logistiques, mais au niveau de la pédagogie, qu'on a travaillé beaucoup aussi avec les Mhm. enseignants. Fait que ça, en tant que conseiller pédagogique, pour moi, c'est un coup de cœur quand on travaille la pédagogie, puis on regarde, OK, c'est quelles compétences tu veux développer, comment on peut le faire à travers les outils qu'on a. Ben Fait que oui. ça a été vraiment intéressant. Un autre coup de cœur aussi, c'est le volet cégep virtuel, qui est en fait des cégeps qui se sont regroupés. Puis, ça permet, entre autres, aux étudiants la flexibilité des cours à faire. Donc, tous les cours de la formation générale, que philo, éducation physique, peut-être moins, mais anglais, philo, français. Donc, ça permet à des étudiants, des fois, si le cours de français se redonne juste à la session d'hiver, ça retarde un peu leur cheminement. Donc, en regroupant les cégeps, on offre ces cours-là le soir. Donc, chaque cégep a pris une partie des cours. Donc, pour l'étudiant, il y a ses cours dans son cégep le jour et le soir, il peut prendre son philo qui lui manque pour finir son Ah, parcours c'est bon. dans la formule virtuelle. Mais c'est virtuel à l'intérieur d'un groupe. Donc, s'ils sont 26, il y a l'effet groupe le soir en mode synchrone qui est super intéressant. Fait que ça, en fait, ça l'a grandi de 8 cégeps qui se sont regroupés. On est rendu à 12, 13, 14 cégeps. Puis, en dehors de l'entente, on l'ouvre à toutes les cégeps du Québec. Donc, une fois qu'on a comblé les cégeps partenaires, on ouvre aux autres cégeps. Donc, ça, vraiment, je trouve qu'au niveau flexibilité du parcours, ben, là, on voit que ce modèle-là vient offrir puis répondre à un besoin réel sur le terrain. Ça amène tellement plus de flexibilité et d'accessibilité à Oui, tout le monde aux études. tout C'est à peut-être fait. des gens justement dont les paramètres personnels, familiales, professionnels même. Oui, C'est vraiment ça un très oui. bel avantage, la formation à distance. Si on veut continuer la discussion avec toi, mais que là, on n'a plus le temps aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochains mois? C'est quoi tes projets? Où est-ce qu'on va pouvoir te croiser? Ben, en fait, la recherche qu'on a faite par réel, donc la recherche au collégial va sortir bientôt. On attend les dernières corrections, puis on va publier. Fait que moi, je vais en parler sur différentes, aux endroits qu'on va parler un petit peu de la publication, des recommandations suite à ce qu'on a fait. Donc, la recherche, c'est les transitions des enseignants du collégial vers des dispositifs hybrides de formation, des défis à relever. Donc, il va y avoir des recommandations par rapport à ça, tout le portrait qu'on a fait. Donc, ça va être un peu là-dessus que je vais parler beaucoup. Je vais être là, c'est ça, à la semaine de la formation à distance. Puis à l'intérieur du Cégep aussi, on va lancer d'autres projets comme le DEC à distance en Mhm. tourisme. On le relance, mais avec la mouture de tout ce qu'on a appris, avec toutes les recherches qu'on a publiées, notre expérience terrain, mais comment le refaire pour avoir une expérience étudiante encore plus enrichissante. Fait que ça va être ce qui va m'occuper dans les prochains mois là, chez nous. Génial. Ben, j'espère que tu reviendras nous en parler à ce moment-là. Puis en attendant, ben, on te souhaite un beau temps des fêtes, puis on va se croiser lors de la semaine de la FAD.
Super. Merci beaucoup, Ariane. Bonne Merci, journée. René. Bonne journée.